Salut, j'espère que vous allez bien à la maison avec cette toute nouvelle édition de Pour votre information. On accueille une nouvelle collaboratrice, Sophia Iannantuano, qui viendra nous parler du patrimoine immobilier ici sur le territoire lavallois. Guylaine Archambault qui vient nous parler, elle, du musée de la santé Armand Frappier, dont on soulignait tout récemment l'ouverture officielle. Yvon Laprade, auteur d'un livre sur la grande évasion et les régions. Monsieur Jean-Jacques Lapierre qui est de retour dans notre émission pour nous parler de la dictée, oui, lavalloise avec Guy Ménard. Charles Tanguay qui est porte-parole, lui, de l'OPC, viendra nous parler d'un tout nouveau programme et campagne de promotion pour l'achat automobile. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler de cinéma avec le plus récent Creed 3. Et on se met en forme avec Isabelle Dominique Cros. Bonne émission! Deux temps, trois mouvements, c'est Dominique Cros. Comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Oui. Autrement que le stress du numérique qui ne fonctionne pas, ça va bien. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison ensemble. Et parlant de nouvelle saison, qui n'en est pas une, il y en a une nouvelle qui s'en vient le printemps, mais d'ici là, il y a encore des bordées de neige qui devraient survenir. Il y a encore de la neige chez nous sur le territoire lavallois. Et pourquoi pas en profiter pour tenter au moins de trouver du plaisir dans ce restant d'hiver, même si les gens, je sais, qui ont hâte que ça finisse. Et tu es parti de cette idée pour nous proposer une série d'activités, là. Oui, j'avais envie d'inspirer les gens à sortir, même si on commence à être un peu fatigué de cet hiver, même si on a hâte au printemps, parce que c'est quand même une belle période. Tu sais, les journées se rallongent, il y a de la lumière, c'est moins frais. Fait que toutes les raisons sont bonnes pour maximiser ce qui nous reste de cette belle neige et de ce temps qui est quand même plaisant. Alors, pourquoi pas aller jouer dehors avec les enfants, s'inspirer de ce qu'on faisait aussi quand on était enfant. Bien, d'ailleurs, parlant d'enfants, parce que là, on le verra sur les images dans les prochaines secondes, mais non seulement tu t'es inspiré côté activité à nous proposer de lorsqu'on était jeune, mais aussi tu as amené ton enfant aussi, ton petit garçon à l'extérieur là, pour jouer. Oui, je l'ai fait, puis c'est assez naturel, c'est facile pour lui d'avoir du plaisir à l'extérieur. Je dirais qu'un peu comme dans n'importe quoi, parfois le plus difficile, c'est de sortir de la maison, mais un coup sorti, les enfants sont comme, tu sais, ils sont libres, le temps s'arrête, c'est pas prenant physiquement pour eux, c'est pas le défi physique, ils vont d'emblée courir, se garrocher dans la neige, glisser, tu sais, rouler dans la neige. Puis je trouve que des fois, on oublie un peu ce petit côté gamin-là qui fait tellement plaisir puis qui nous soulage dans notre stress au quotidien. Des fois même, on n'a pas l'énergie qu'on pense qu'on a besoin pour faire ça et au contraire, on sort dehors puis ça nous vient. Et parmi les activités que tu nous as données, entre autres, et je vais sauter à la quatrième parce qu'elle me plaît bien, mais tu as oublié de rajouter quelque chose à côté parce que tu as dit marcher dans la neige profonde. Mais pourquoi pas mettre un sac à dos de 45 livres sur le dos de notre enfant? Ça va être pas pire. Moi, dire que quand il ramène son sac à dos en cuir de l'école, il y a à peu près ça, 45 livres sur le dos. Ça pourrait être le fun, ça va les faire bouger un peu, il va avoir moins d'énergie. Puis les parents, il va mieux dormir, fait que les parents vont moins grincer dedans en dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement. Oui. Exactement. Oui, mais en fait, les sacs à dos des enfants sont déjà pas mal grands. Mais tu sais, marcher dans la neige, c'est rigolo, tu sais, de s'enfoncer dans la neige. C'est sûr qu'on veut pas faire ça pendant comme 45 minutes, mais trouver toutes les petites. Tu sais, on en parle souvent, la magie au quotidien. Quand la neige est magnifique, se lancer des boules de neige, faire un bonhomme de neige si la neige est bonne pour ça. Puis sinon, on improvise un peu puis on change les plans parce que c'est pas grave. Les enfants sont très résilients, sont capables de s'adapter. Puis je pense que c'est ça, tu sais, faire l'ange dans la neige. Toutes les façons de bouger sont le fun. Aller patiner, mais moi, j'ai découvert ça, jouer dans la neige. Oui, toi aussi. Ça, oui. Ben oui, mais moi j'adore ça. Hey, tu l'as super bien. Je l'ai dit bien, veux-tu que je le refasse? Mais non, mais on blague, mais c'était les plus belles journées d'hiver. C'était avec mes amis, puis toi aussi, j'imagine, dans la cour d'école aussi. C'était là où on se créait un imaginaire et je me rends compte à quel point notre stress, notre anxiété en tant que jeune enfant descendait de 2-3 coches que de s'alimenter sur les réseaux sociaux ou de même jouer à des jeux vidéo qui étaient notre époque à nous. On n'avait pas nécessairement Internet, mais quand même, c'était les jeux vidéo qui étaient un petit peu le côté stressant ou qui pouvaient développer de l'anxiété chez les enfants.
Alors, moi, je me rappelle à quel point mes plus beaux hivers, c'était à l'extérieur et non à l'intérieur. Puis on dirait qu'on a un peu oublié ça chez nos jeunes. Bien, on s'inquiète toujours un peu de leur sécurité, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne coûte rien aussi les laisser jouer à l'extérieur. Moi, quand je vais chercher mon petit fiston, il n'a pas envie de rentrer tout de suite, il a envie de jouer avec les enfants, même si je vais le chercher des fois plus tôt que les autres. On attend ses amis. C'est dur de le faire rentrer après et tant mieux. Tu sais, moi, je m'habille un peu plus chaudement parce que soit je joue avec lui, soit je m'habille en conséquence, ou je mets une coupe d'épaisseur pour que lui joue puis que moi, j'attende et que je le regarde aller sans être inconfortable. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça le plaisir d'être enfant. Puis, justement, s'éloigner des écrans, c'est important pour nous. Alors, moi, c'est sûr que des fois, je vais prendre des photos parce que je trouve ça cute, mais j'essaie de ranger mon téléphone parce que moi aussi, j'ai besoin de m'éloigner des écrans, tu sais, de vivre dans le présent, de respirer un peu, d'être à l'extérieur, vitamine D. C'est tellement précieux. On en a tant besoin comme société. Oui, puis il y a également le ski alpin qui peut quand même être fait pendant très longtemps au mois d'avril. Il y a des en soirée ou du moins en journée, il y a des possibilités pour faire du ski jusqu'à quand même assez très, très tard dans la saison. Ça peut être une autre démonstration qu'on peut en profiter en famille. Aussi, dis-moi, est-ce que pour toi, ça passe aussi par ne serait-ce que d'aller faire en variant l'intensité avec le petit peut-être de ton petit, tu sais, toi tu peux soit aller faire une marche, mais aussi sortir le vélo parce qu'au printemps ou dans les prochaines semaines, il y aura quand même possibilité de faire du vélo malgré tout, même si c'est hors saison un petit peu présentement, mais ne serait-ce que dans quelques jours, là, il y a des belles journées qui nous permettent de faire du vélo aussi dans nos quartiers. Oui, effectivement. C'est un transport actif. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un vélo qui est capable de résister aux intempéries. Mais mon frère et mon père ont longtemps fait du vélo à l'année. Puis, ça se fait. C'est juste une question là aussi d'être vigilant, de faire attention parce qu'il faut partager la route et c'est toujours un peu le cycliste qui écope. Mais oui, effectivement, donc pensez à tout ce qu'on peut faire pour faire accélérer un peu cette partie de l'année où on a hâte au printemps, on a hâte de s'entraîner autrement, mais en même temps, c'est tellement chouette. Tu sais, le mois de mars, c'est magnifique, alors profitons-en. Ouais. Puis allons à la cabane à sucre, on va se finir là-dessus. Et tu surveilleras ton petit garçon, ma chère Isabelle, parce que j'ai déjà eu à une certaine époque une très bonne idée. Mettre de la tire d'érable dans mes poches de soute, de skidoo et de ramener ça chez mes... Je voulais ramener ça à la maison. Je te laisse imaginer ce que ma mère a dû faire rendu à la maison pour nettoyer tout ça. Il n'y a pas un spin à laveuse qui a réussi à faire ça. Ah non! Fait que tu feras attention pour que petit... On sait. Petit croc, évidemment, puisse ne pas faire ça. Tu le watcheras, comme on dit en bonne. Oui, je vais faire attention. Je vais faire attention tout d'un coup qu'il me ramènerait ça dans ses poches. C'était pas une mauvaise idée, hein? Très créative comme idée, peut-être même innovatrice. Oui, mais tu vois comment ça a fini. Fait que comment j'ai fini, fait que c'est pas bon signe. Laisse-les pas faire ça. Je te dis une bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine. Je suis très heureux de vous faire découvrir une toute nouvelle chroniqueuse et qui d'ailleurs va nous amener dans un endroit et dans des demeures qui sont peut-être sous-estimées. On a beaucoup de patrimoine ici sur l'île Jésus à Laval. C'est Sophia Iannantuono. Bravo! Avec nous. Salut, merci. Ben oui! Hey, je mérite vraiment, là, s'il y avait une question quiz, là, je pense que je gagnerais des points. Je pense que... Mais moi, je te donne 10 sur 10. Merci. Pour la première fois, là, bravo. Mais tu sais, comme je te disais hors micro, j'ai pas grand mérite parce que c'est sûr que c'est mes games de hockey que j'écoute depuis 20 ans, là, les scripteurs, les matchs d'ailleurs, les Pacioretty et compagnie. Évidemment, on se concentre sur notre chronique parce que quand je disais que tu voulais nous amener ailleurs puis nous faire découvrir les maisons, les quartiers de Laval d'une manière différente, c'est le cas parce que toi, tu as une passion dans la vie, Sophia, c'est les maisons qui ont vraiment un patrimoine, qui ont un cachet historique. Pourquoi ça devient d'où ça? Je pense que j'ai grandi. Mon historique est quand même, ma mère est québécoise, mon père est italien. Puis j'ai eu le grand plaisir d'avoir ma grand-mère qui a jamais voulu déménager ici. Donc l'été, je retournais en Italie. Puis il y avait toutes ces belles bâtisses historiques. Donc quand je me promenais à Rome, même d'où est-ce que nous on vient, dans le Molise, en Italie, j'avais ces belles bâtisses-là tout le temps. Puis j'aimais l'histoire. Donc tu sais, mes cousines, quand on se promenait, disaient ah oui, ça cette bâtisse-là c'est de 1500, celle-là c'est de 1700. Puis je trouvais ça comme
quasi incroyable. Puis quand je revenais au Québec, j'étais surpris que si on regarde, il y en a ici aussi des belles bâtisses qui datent de les années 1700, 1800. Donc, je pense que c'est une passion que j'ai depuis que je suis très jeune. C'est pour ça que tu es devenue maintenant courtière immobilière. C'est un peu ça qui fait que... Je pense que oui, oui. Ah oui, pour vrai? J'ai la passion de la maison. Moi aussi, avec mon mari, on a construit plusieurs maisons ensemble. Puis dans ce temps-là, on habitait dedans 1 an ou 2. Et ensuite, on les flippait. Puis Michel, mon mari, est en construction. Donc, tu sais, je m'y connais. C'est un sujet abordé chez nous très souvent. Fait que toi, je peux te poser là, plein de questions. Là. Ah oui. Cette vis-là, elle s'en va à quelle place? Là? On a-tu un 2x4? S'en va-tu là ou s'en va là ton 2x4? Bien, si je ne le sais pas, je suis capable quand même de la visser. Ah oui, OK. Fait que je peux te dire, mettons, telle trosse à telle longueur, tu vas être capable de me le dire. Ou non. Ah, OK, non. Mais évidemment, tu veux pénétrer aussi à l'intérieur des maisons. C'est important. Puis c'est un peu un message qu'on peut lancer aux gens qui nous écoutent actuellement. Si les gens ont des maisons qui ont peut-être 150 ans, 200 ans, qui ont de l'histoire sur le territoire lavallois, toi, tu vas aller à la recherche de ces propriétaires-là, mais de ces maisons-là aussi, peut-être. Peut-être le préciser aux gens aussi. Oui, absolument. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. J'ai déjà envoyé certaines lettres à des gens de Laval parce que j'ai remarqué, quand je me promenais, j'étais allée faire mes recherches aussi sur les sites qu'on a partout disponibles à tous les citoyens d'ailleurs. Sur la plateforme de la Ville de Laval, je pense. Exactement. Puis, j'ai remarqué qu'il y a une belle histoire. Il parle aussi des propriétaires. Donc, je trouve que c'est important de partager cette belle histoire de notre patrimoine à tous les citoyens. Puis, je suis sûre qu'il y en a qui ont conduit 100 fois, exemple sur le boulevard Saint-Martin, sur le boulevard, même sur le boulevard des Laurentides, Sainte-Rose, il y en a partout. C'est juste qu'ils sont rendus presque invisibles. Donc, je veux donner naissance. Puis, je veux pas juste, c'est pas une question de briques et de mortier. C'est une histoire finalement. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qui fait ça? L'urbanisme, l'aménagement. J'ai pu faire le tour de la Ville de Laval quand même assez régulièrement, mais il y a de ces maisons qui ont pris du cachet, qui ont été bien conservées aussi par les propriétaires. Sur le bord des rivières, là, soit de Mille-Îles, des prairies. Vraiment. Il y a des joyaux, là. Oui, vraiment. Puis je trouve que c'est important de mettre en valeur ces joyaux-là parce que les gens investissent beaucoup de temps, d'argent et de recherche pour leur maison. Donc, pourquoi pas les mettre en pleine valeur puis l'exposer? Tu sais, c'est comme si on a un bijou, bien, on ne l'achète pas pour le garder dans notre tiroir. On l'achète parce qu'on veut le porter. C'est le fun que les gens vont le célébrer. Donc, c'est la même chose avec les maisons. Je pense que c'est important. On s'entend que aussi les gens qui achètent ces demeures-là, très souvent, c'est parce que c'est des gens qui, justement, sont passionnés, sont investis. Ils savent la tâche colossale que ça peut représenter aussi d'entretenir ces résidences-là, parce qu'on s'entend que c'est quand même aussi des coûts. On doit respecter certains codes du bâtiment aussi qui sont régis selon les villes ou les quartiers où on habite également. Là. Absolument. Puis, comme j'ai vite su que même au niveau de la main-d'œuvre, tu sais, si quelqu'un a à refaire les joints des pierres de la maison, aujourd'hui, c'est rendu un art. C'est pas de dire, je vais appeler une compagnie sur Google, je vais trouver quelqu'un, puis ils vont venir. Premièrement, ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment un art qui est en voie d'extinction. Donc, c'est important de peut-être passer le message, puis dire à quelqu'un qui est peut-être passionné, quelqu'un qui est un introverti, qui aime travailler aussi et l'histoire, bien, pourquoi pas se concentrer et faire un stage dans ce domaine-là? Ben oui, littéralement, de peut-être faire naître des passions, parce que tu peux peut-être justement faire découvrir des passions des gens par les chroniques que tu nous feras éventuellement. Est-ce que aussi, tu as remarqué... puis là, je diverge un petit peu de notre sujet de conversation initiale parce que, tu sais, dans le domaine, je le disais, c'est courtière immobilière, on voit qu'il y a eu une explosion durant la pandémie, des ventes des maisons. Il y avait l'acheteur qui... C'était pas celui-là qui avait le plus gros bout du bâton. C'était souvent le vendeur, évidemment. Là, on voit que ça se rééquilibre un petit peu. Oui. Ta lecture des choses à toi, je voyais un article du Journal de Montréal plus tôt cette semaine qui disait qu'il y avait beaucoup de courtiers immobiliers qui comptaient peut-être ne pas repayer leur permis pour faire cette profession-là, compte tenu que le marché était rendu peut-être moins profitable pour eux. Oui. Est-ce que c'est ce que tu constates, toi aussi, de ce côté-là? Est-ce que le marché est un petit peu plus difficile? C'est-tu devenu aussi davantage équilibré entre l'acheteur et le vendeur maintenant? Oui, c'est assez surprenant. Moi, je trouve que je suis d'accord. Il y a beaucoup de courtiers qui vont décider de partir de cette industrie-là. Si c'est pas une industrie qui te passionne assez,
pensée, bien, je pense que tu ne devrais pas être là parce que, prime abord, notre travail, c'est vraiment d'être de service, d'accompagner, soit acheteur ou vendeur, à avoir une belle transaction. Donc, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis, si quelqu'un dit « Ah, je ne suis pas à bonne place », pourquoi rester? Il y a tellement de demandes d'emploi présentement. Si votre appel est ailleurs, bien, allez-y. Donc, oui, on va voir. Ça va être une année intéressante. Parce que c'est beaucoup d'heures de temps d'implication. Je veux dire, je sais, j'ai un ami qui est aussi courtier immobilier, me disait, c'est entre 8 et 12 heures par jour du téléphone, on se déplace, on fait visiter des maisons. C'est vraiment un travail de tous les instants. Là. Ce que vous faites, c'est pas banal non plus. Parce que souvent, je trouve on a peut-être une pensée facile en disant « Ouais, mais OK, on vend une maison à profit et on fait de l'argent comme ça. » Non, c'est plusieurs années d'investissement pour vous créer aussi quand même un circuit ou vous faire connaître, ni plus ni moins. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que être courtier immobilier, c'est une vision de la vie. Pour moi, le travail n'a jamais été séparé de ma vie. J'ai été entrepreneur pendant 23 ans. Ouais. J'ai été professeur d'école. J'ai fait tous mes cours de la maîtrise en leadership et en administration. Pour moi, le travail fait partie de ma vie. Je ne suis pas la personne qui est comme programmée de dire je travaille de 9 à 5. Pour moi, le travail, c'est du 24 heures par jour. Même si tu fais Google My Business, Sophia Iannantuono, je suis à 24 heures, même sur le web. Puis quelqu'un m'appelle un samedi soir à 10 heures, bien 95% du temps, je réponds. Donc, ça fait partie de ma philosophie. C'est vrai parce qu'on s'est parlé au cours des dernières heures. Sophia Iannantuono, merci beaucoup d'être passée. On se dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Après plusieurs mois d'efforts et plus de 14 millions d'investissements, c'était en janvier dernier l'ouverture, le Musée de la santé Armand Frappier qui inaugurait donc ces très attendues nouvelles installations. Puis pour nous en parler, Mme Guylaine Archambault, qui en est la directrice générale. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci de m'accueillir. Un grand plaisir. Pour vous, c'est un travail colossal dont il y a eu à peine l'aboutissement de cela quelques semaines. Un tout nouveau musée, est-ce qu'on peut le dire, avec plus d'espace? Oui, absolument. Il faut noter que le musée aura bientôt 30 ans. Il a ouvert ses portes en 1994 sur le campus de l'Institut fondé par le docteur Frappier. Alors, mais voilà, ces nouveaux locaux, ils étaient attendus de longue date pour enfin donner à notre institution ses lettres de noblesse, être plus visible, plus accessible pour les visiteurs sur un site donc connexe au Cosmodome à Laval et donc pour offrir finalement un combo de visites à nos visiteurs de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je vais vouloir vous en parler des nouvelles options puis des orientations que le musée pourra se doter puis pour les futurs visiteurs, mais peut-être pour les jeunes qui sont là et peut-être même les moins jeunes qui veulent s'initier à l'univers, aux scientifiques qui était M. Armand Frappier. Qui est Armand Frappier, peut-être pour le préciser aux gens? Ah oui, son œuvre est tellement importante, puis dans la foulée de la pandémie qu'on est en train de vivre, là, on le réalise encore davantage. Donc, Dr Frappier a vécu de 1904 à 1991, et quand il avait à peine 20 ans, sa mère est décédée de la tuberculose. Alors, ça l'a vraiment enjoint à entreprendre des études en médecine. Il est allé aussi étudier aux États-Unis, à Paris, à l'Institut Pasteur, voilà, apprendre à produire le vaccin BCG. Puis lui, il s'est dit, moi, je vais lutter contre les maladies infectieuses, la fameuse tueuse de maman, la tuberculose. Alors, il est revenu en Amérique à la fin des années 30 en sachant comment produire le vaccin contre la tuberculose. Puis en 1938, il a fondé l'Institut de microbiologie et d'hygiène à Montréal. Mais déjà en 1939, il achetait une ferme ici à Laval parce qu'on avait besoin d'animaux de la ferme pour produire les vaccins. Alors, cet institut est encore actif ici à Laval, fait partie de l'INRS. Et donc, toute sa vie, il l'a consacré avec ses collaborateurs à produire des vaccins, à former des scientifiques de haut niveau et également à rendre service, bien sûr, à la population et puis, voilà, à faire de la recherche sur les maladies infectieuses. Et il faut dire que c'est une avancée. C'est un peu l'équivalent de trouver pour l'époque, pour la tuberculose, un vaccin pour contrer la COVID ou guérir la COVID. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Absolument. Il y avait des avancées innovatrices. Oui, là. voilà. En 1925, il y avait à peine 1 million de population au Québec et 3000 personnes mouraient par année de la tuberculose. C'était énorme. Et ajouter à ça toutes les maladies infectieuses. Alors, il fallait œuvrer. Et puis, un francophone aussi, à l'époque, qui était peu de francophones allaient vers la médecine ou avaient la possibilité de le faire aussi. Il a collaboré au premier pas de l'ACFAS, vous savez, l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir. Alors, absolument, on lui doit beaucoup. Un très grand pionnier. Et bon, évidemment, avec maintenant l'institution qui porte son nom, le musée donc Armand Frappier. Donc, on pense à une exposition qui va être permanente, celle-là, mais aussi des expositions qui vont être
temporaire et justement pandémie, l'humanité au défi. Qu'est-ce qu'on pourra voir lors de cette exposition, de ces expositions finalement? Oui, alors si on revient un petit peu en arrière, donc l'institution muséale est détenteur de collections, met en valeur des témoins, des objets témoins de la vie et l'œuvre du Dr Frappier. Alors, on continue de parler du Dr Frappier, mais comme vous l'avez évoqué avec l'exposition Pandémie, notre exposition permanente 4321 Santé, qui est une exposition de synthèse, on aborde vraiment les sciences contemporaines. Alors, 4321 Santé, l'exposition permanente, exposition de synthèse, on explore la santé à l'échelle des cellules et des molécules. Souvent, vous savez, quand la santé là, défaille, là, c'est à ce niveau-là, à cette échelle-là. Alors, les chercheurs, absolument. Alors, c'est important pour les chercheurs de décrypter l'infiniment petit, de le voir, de trouver des solutions. Dans cette exposition permanente 4321 Santé, on voit aussi la santé à l'échelle des individus, à l'échelle des populations, parce que oui, on a beau là, avoir des soignants, on a beau adopter de saines habitudes de vie, mais on doit aussi serrer les coudes en collectivité, avoir un bon système de santé, bon système d'éducation, etc. Je vous salue, un bonjour. Ah oui, voilà! Ramener de la pandémie. Et puis, oui, puis pour pandémie, voilà, donc ça, c'était l'exposition permanente. L'exposition temporaire pandémie, elle sera là jusqu'à la fin du travail. Donc, chaque année, on change de thème. Et là, c'est vraiment une quête, un jeu questionnaire. Les visiteurs doivent endiguer une des 4 pandémies fictives qui leur sont proposées. Le défi est lancé. Alors, comment les microbes se propagent-ils? Puis, quelles sont les mesures que nous, humains, on a mis en place pour stopper ces infections-là? Ce sera une bonne façon de voir si après 2 ans et demi, 3 ans de pandémie, les gens ont bien compris que... Oui, je pense pour bien se cacher et bien mettre un masque ou du moins de se laver les mains. Absolument. Et je pense que c'est ce qui est le fun aussi avec le musée, c'est que c'est pour toute la famille et vous avez des camps de vacances, je pense, pour les jeunes scientifiques là, qui sont peut-être en herbe. Là. Absolument. On revient là, après 3 ans de pandémie avec des camps virtuels et autres. On revient avec nos camps en présentiel cet été. C'est pour les 6-12 ans. Donc, l'infiniment petit sous la loupe. Alors, camp de jour dans nos laboratoires. Et puis, tous nos visiteurs scolaires, familles, en plus de visiter les expositions, peuvent accéder à nos laboratoires éducatifs et vraiment mettre la main à la pâte, manipuler les micropipettes, regarder au microscope, etc. et s'approprier la science. Et tu sais, c'est peut-être pour certains, bon, banal là où je m'en vais, mais moi je trouve qu'au contraire, dans un Laval qui se développe, le nouvel emplacement où vous êtes, ça aussi construit un tout nouveau centre-ville aussi. Ça vient aussi permettre aux familles puis aux gens de Laval aussi de connecter avec toutes les infrastructures aux alentours du musée aussi, et à même le musée qui fait partie aussi de cette nouvelle administration aussi de Stéphane Boyer et son équipe qui veulent développer le nouveau centre-ville de Laval aussi. On est tellement reconnaissant à l'administration municipale présente et puis la dernière, puis à tous les Lavallois et Lavalloises vraiment de nous avoir dotés avec le soutien de Patrimoine canadien de cette installation-là. Oui, puis centrale au centre-ville pour que les gens adoptent notre institution comme un milieu de vie qui a le goût de revenir. En octobre, on ouvrira l'exposition Alimentation et bien-être. Ensuite, en 2024-2025, on abordera le thème des changements climatiques et de la santé. Alors, revenir au musée pour se documenter, donc étancher notre soif du savoir, puis ensuite nous amener à poser des gestes éclairés au quotidien, favorables à notre santé, à celle de notre famille et puis de la planète. Ouais, certainement, vous l'avez dit, c'est facile d'accès et c'est facile d'accès non seulement physiquement, mais aussi sur toutes les tribunes, on peut trouver votre musée. Il se déploie de multiples façons. Tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Madame Guylaine Archambault, vraiment, donc je rappelle, vous êtes directrice générale du musée donc de la santé Armand Frappier. Merci beaucoup d'être passé, puis tout le succès, vraiment que les visiteurs lavallois, lavalloises, mais évidemment de partout au Québec, à découvrir les toutes nouvelles installations du musée. Merci infiniment. Bienvenue à tous. Merci de m'avoir accueilli. Très bien. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. La Grande Évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions. C'est un livre fascinant, passionnant du journaliste et auteur Yvon Laprade qui est avec nous, qu'on retrouve d'ailleurs dans la région qu'il a choisie maintenant, qu'il habite, donc la Mauricie, à Saint-Élie-de-Caxton, au pays de Fred Pellerin qu'on trouve. Bonjour Yvon Laprade. Bonjour. Ça va bien et je dois dire que je suis tellement d'accord avec vous que la Mauricie, c'est la plus belle région. Vous avez fait le plus beau choix de région qui est possible. Je pense que j'ai fait le meilleur choix, effectivement, sur tellement de régions du Québec. La Mauricie, pour vrai, sans blague, pas parce que je suis là, mais en tout cas, je dis ça comme ça, c'est une région qui est peut-être un peu méconnue. On pense souvent au canton de l'Est, aux Laurentides, dans Charlevoix, mais la Mauricie
gagne à être connu aussi, je crois. Ouais. C'est ma publicité. Ben oui, mais faites-en parce que c'est ma région natale aussi, je dois dire. Là. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un petit peu chauvin et j'évoquais ça en prémisse de notre conversation. Mais M. Laprade, évidemment, votre livre fait référence un peu à ces gens qui choisissent d'aller vivre en région. Donc, je le disais, vous avez choisi la Mauricie, Saint-Élie de Caxton. Donc, est-ce que c'est parce que ça part de vous, l'envie de faire ce livre-là, ça part de votre expérience à vous? Oui, ça part de mon expérience, parce qu'en réalité, il y a une douzaine d'années, je me suis acheté une propriété avec ma conjointe, une genre de maison de campagne à Saint-Élie pour changer d'air un peu. Je quittais la ville, puis j'arrivais à Saint-Élie, je trouvais que c'était vraiment une cassure entre ma vie de citadin et la vie à la campagne. Puis graduellement, j'ai pris goût, je me suis laissé prendre dans ce projet-là. Et finalement, il y a 3 ans ou 4 ans, en 2019, finalement au printemps, j'étais rendu là dans ma vie, puis c'est 6 mois avant la pandémie, c'est un drôle de hasard, mais finalement, donc c'est l'expérience que j'ai vécue qui m'a donné envie de parler de comment ça se fait l'intégration des citadins à la campagne avec les plus et les moins. Puis d'ailleurs, vous avez évoqué la pandémie. Est-ce que justement la pandémie, ce que vous avez constaté en consultant des gens qui ont choisi de retourner en région ou d'aller en région tout simplement, est-ce que ça a donné vraiment cet élan supplémentaire comme on voyait, comme on entendait dans les discussions autour de nous? Oui, dans la rédaction de mon livre, là, que j'ai mis une année à écrire quand même avec des entrevues que j'ai faites et tout ça, ce que je réalisais, c'est qu'il y avait déjà un mouvement d'amorcer avant la pandémie, mais qui s'est confirmé, concrétisé et amplifié durant la période de crise sanitaire, de confinement. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disaient, la vie est peut-être possible à l'extérieur de Montréal. Les régions ont du potentiel et le télétravail a tout changé aussi, ça a accéléré. Ouais. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Mais d'ailleurs, parce qu'on s'entend, là, quelqu'un qui quitte, par exemple, qui a un travail en ville, les salaires sont meilleurs. Il y a un rythme de vie la personne a accès souvent aux plus grands restaurants, au cinéma, au tourbillon de la vie. Tu sais, souvent, on choisit la ville pour ça. Donc, se retrouve parfois en région avec un travail qui est beaucoup moins, tu sais, qu'on gagne beaucoup moins d'argent annuellement. On doit faire plus de distance pour avoir des services. Donc, quelles sont les raisons fondamentales pourquoi quelqu'un choisit d'aller en campagne, surtout parmi ceux qui n'ont peut-être jamais vécu en campagne aussi, qui ne connaissent peut-être pas le mode de vie véritable, de vivre quotidiennement et non que les week-ends, par exemple, dans un chalet ou autre? Oui, mais votre question, il y a plusieurs éléments là-dedans, effectivement. Puis je pense que ce qui est important de mentionner, c'est vrai que le coût de la vie, on peut considérer qu'il est peut-être moins élevé en région. Les propriétés sont peut-être moins chères, on l'a vu aussi. Mais il y a quand même un changement la donne change graduellement. Puis j'ai parlé avec des professeurs d'université et tout ça. Puis on me disait, finalement, les jeunes croient que, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais les jeunes croient que les meilleurs jobs sont à Montréal, en technologie de l'information, dans le milieu médical ou autre. Et finalement, c'est pas toujours le cas. Il y a de plus en plus d'emplois intéressants, valorisants, bien après tout ça, en région. Donc, il y a comme un déplacement pas dire de richesse collective, mais ça tend à changer. Donc, les régions sont moins perçues comme un endroit où on est moins bien payé, puis, etc. Donc, c'est vraiment un changement de réalité. Il faut dire qu'il y a des villes comme Drummondville ou Victoriaville qui ont fait récemment des campagnes de séduction assez massives, puis une offensive quand même qu'on a pu voir sur des panneaux aussi en ville. Tu sais, on voit aussi que les villes ou les villages tentent d'être attirants, de se faire connaître aussi auprès d'un public. Et dites-moi par contre, pour quelqu'un un étranger, je vais le dire comme ça, parce qu'un étrange au pays, dans une campagne, c'est comme ça qu'on les appelle, je veux dire, je sais de quoi je parle. Et justement, la réaction des locaux, ça se passe comment l'intégration de ce nouveau monde-là dans le village quand on aboutit, comme vous l'avez vécu par exemple, une intégration? Oui, j'aime bien raconter que lorsque je suis arrivé dans le coin, on ne me le disait pas dans ces termes-là, mais quand même, je sentais que j'étais le gars de Montréal qui débarquait en campagne. Puis à la campagne, à Saint-Élie, tout ça, il y a des familles installées, qui sont là depuis longtemps, pour des bonnes raisons, parfois des moins bonnes aussi, mais ils ont l'impression que c'est leur village et le bout de rue leur appartient. Là. Il s'agit de communiquer, de faire des efforts de cohabitation. Moi, j'ai pas eu d'ennui d'intégration, mais on m'a mentionné que c'est important que lorsqu'on arrive dans un village comme le nôtre, et ailleurs aussi, qu'on se comporte pas avec un comportement de citadin qui cherche à avoir tous les services, puis pas non plus avoir ses gros sabots puis donner des leçons à tout le monde. Finalement. On peut amener des idées nouvelles,
on a une expertise, on peut avoir des choses à raconter, mais je pense que, à mon avis, c'est la communion de ce que les locaux peuvent avoir et ce que les nouveaux arrivants peuvent apporter. Donc, c'est un mix, c'est un mélange des deux, finalement. Dans mon cas, ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'est un village dynamique aussi. Oui, bien, c'est sûr qu'en même temps, Saint-Élie-de-Caxton est reconnu comme étant un village qui fait un bel accueil des gens, qui invite d'ailleurs les gens depuis de nombreuses décennies maintenant là, à inviter les gens à les visiter aussi, qui sont habitués d'accueillir des visiteurs sur le plan touristique. Donc, il y a peut-être un chef de file en la matière, ou du moins un des plus reconnus au Québec, mais est-ce que, selon vous, il y a plus d'endroits où il y a des endroits qui sont plus accueillants que d'autres? Puis je ne veux pas non plus mettre des régions sur la sellette, mais quand même, il y a de ces régions comme la Mauricie, je sais, le centre du Québec qui est juste à côté aussi de la Mauricie, qui sont des endroits où, de façon géographique, sont positionnés entre Montréal et Québec. Peut-être plus facile aussi d'accueillir les gens puis de les intégrer aussi. Bien, je pense que, évidemment, il y a comme une grande ligne directrice. Il y a des villages qui sont un peu plus dynamiques parce qu'il y a peut-être des gens qui donnent une drive, entre guillemets, là. On a vu Richard-Séguin qui est à Saint-Venant-de-Paquette, c'est un petit village dans les cantons de l'Est de moins de 100 habitants. Il y a Sainte-Camille, je ne me trompe pas, un village qui a réussi à se relever, que l'école primaire est en difficulté. Il y a plusieurs petits coins, il s'agit de les découvrir. Je pense que c'est un effet d'entraînement. Je pense que graduellement, les villages qui se déploient, ben, il y a une communication qui se fait entre villages aussi avec des idées de développement culturel, de développement de produits du terroir aussi, d'échange finalement de procédés. Fait que, moi, je ne donne pas des recettes là, parfaites pour s'installer, mais je dis aux citadins qui veulent trouver un village intéressant ou une région de prendre le temps de s'informer avant. Ça dépend s'il y a rien qui se produit avec la propriété, ça peut arriver, mais c'est bon de voir avant où on s'en va pour s'éviter des surprises bonnes ou moins bonnes. Oui, c'est ça. Et de ne pas se plaindre qu'il peut y avoir une odeur d'un fermier local où ça peut peut-être sentir... Oui, c'est ça. Bien, je l'ai vécu. Mon père était un agriculteur toujours et il parfois se faisait dire par un nouveau « Hey, ça sent donc bien bizarre ici. » Oui, mais c'est parce que ça fait 75 ans que j'ai la ferme ici, moi. Troisième génération qui exploite la terre agricole. Juste un petit message comme ça aux citadins. Oui. Monsieur, je comprends. Vous comprenez. Monsieur Laprade, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, je rappelle, vous êtes l'auteur, journaliste aussi pour notamment les coops de l'information. Vous êtes auteur, bien sûr, de La Grande Évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Salutations à tous. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Aujourd'hui, j'ai un invité particulièrement impliqué dans les activités lavalloises. Guy Ménard, on peut dire que tu es Lavallois pur laine. Absolument. Né à Sainte-Rose, un beau quartier. À Sainte-Rose? Oui, un quartier tout à fait spécial du côté nord de Laval. Oui. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde dans Sainte-Rose. Non, et c'était très résidentiel. Je pense qu'on n'avait même pas le droit d'établir des commerces. C'était vraiment limité. C'était un endroit qui était réservé pour les gens et puis où on habitait, mais où on n'allait pas magasiner vraiment là. À ce moment-là, c'était pas Laval, c'était Sainte-Rose, c'était dans l'île Jésus. Il y avait beaucoup de municipalités. Il y avait 14 municipalités, oui, c'est ça. Et Laval, dans l'île Jésus, à ce moment-là, je pense qu'il y avait 100 000 habitants à peine. Oui. Aujourd'hui, on est rendu à 460 000 habitants. Toute une différence. Absolument, absolument. Mais c'est pas tout. Vous avez, quand on dit que vous êtes pur laine, vous avez travaillé aussi pour Ville de Laval? Pendant une quarantaine d'années, oui. 40 ans? Oui. J'ai travaillé à Sainte-Rose, à l'hôtel de ville de Sainte-Rose, avant la fusion. Avant la fusion? Oui. Et à la fusion, vous étiez encore pour la ville de Sainte-Rose, quoi? Oui, tout à fait. Le maire était M. Olivier Payette. Et je me souviens, on nous avait réunis dans son bureau. Et puis, c'était un petit peu comme le père qui laissait aller ses enfants depuis qu'on était tous très tristes de ça. Mais on s'est aperçu finalement que la fusion, ça avait des bonnes choses. Mais il était vraiment contre la fusion, M. Payette. Absolument, absolument. Pour la fusion. Oui, oui. Parce qu'à ce moment-là, la ville de Laval, c'est-à-dire la ville de Sainte-Rose, se suffisait par elle-même. Elle n'avait pas de dette, absolument rien. C'était florissant, Sainte-Rose, très florissant. Alors, vous avez connu la fusion. La fusion vous a tout changé dans le comportement de la municipalité, les activités. Oui. Non. Alors, comme aux communications, vous avez été impliqué, vous avez connu tellement de choses. Vous aviez beaucoup d'histoires à nous raconter. Absolument, absolument. C'était bon. On revient à la fusion. Vous savez, il y avait 14 municipalités. À ce moment-là, il y avait 14 chefs de police, il y avait 14 chefs d'incendie.
Alors, ce qui fait que je pense qu'au bout de la ligne, on a su bien faire les choses. Et puis, pour donner accès à tous les citoyens de Laval, autant à la pointe est ou à la pointe ouest de l'île. C'est pas tout. Maintenant, vous êtes aussi président de l'Association québécoise, de l'Association Québec-France, section Laval. Oui. Quels sont les objectifs de l'association? Bien, évidemment, c'était au début la découverte du pays d'en face, qui était la France. Maintenant, depuis les années 70, ça a un peu évolué, ce qui fait que depuis 5-6 ans, l'Association Québec-France-Laval, on ajoute à la fin le mot francophonie. Alors, on s'intéresse aux faits français, absolument dans le monde, partout, et non seulement en France, mais un peu partout. Évidemment, nos amis de Laval-en-Mayenne, la ville avec laquelle nous sommes jumelés, ce sera toujours un point culminant, un point très important dans nos démarches, de notre existence. Mais on s'intéresse également à tout ce qui s'appelle français dans la francophonie. Mais l'Association Québec-France a initié des activités extraordinaires. Il y a eu des échanges aussi. Beaucoup. Pendant 35 ans, on a eu le dossier, le programme intermunicipalité. Alors, ça consistait à échanger des étudiants de part et d'autre. En France, au Québec, des stages de 8 semaines. C'était, je pense qu'on avait peut-être le seul dossier québécois dans lequel on faisait des échanges, mais des échanges dans lesquels les jeunes étaient rémunérés pour leur travail. Ça, c'était assez rare. C'était pas juste une expérience de stage. Les jeunes allaient travailler dans un endroit spécifique, dans un camp de jour, dans une banque, à l'hôpital, là-bas, je me souviens. Et puis, ils étaient rémunérés pour leur travail. Et en échange, on recevait des citoyens français, des étudiants français qui étaient rémunérés ici aussi, à Laval. Et Laval demandait la réciprocité obligatoire, c'est-à-dire que votre enfant s'en va travailler, il est reçu dans la famille dans laquelle vous recevez l'enfant ici, chez vous. Vous avez une autre activité qui est pas mal importante, ça s'appelle la dictée lavalloise. Et oui, la dictée lavalloise qui fêtera cette année sa 25e édition. Pour nous aussi, c'est très important. C'est le créneau qui nous sert, en fait, pour donner aux jeunes de Laval l'opportunité de s'exprimer en français et puis d'apprendre la belle langue française également. Elle existe depuis 1994. Oui. Elle faisait suite à la Dictée du Nord. Dictée du Nord, Laval, Rive-Nord, qui était présentée par la ville de Laval. À ce moment-là, ça n'attirait plus vraiment beaucoup de gens, ce qui fait que la ville nous a demandé de coordonner maintenant l'activité en retour des services qu'ils nous offraient à ce moment-là. Elle a un volet international, cette dictée. Absolument, depuis 17 ans. Depuis 1994, hein? Depuis 2004. Depuis 2004, ça va faire 17 ans si on exclut les années de la pandémie où à laquelle il n'y a pas eu de dictée. Quand même qu'il y a eu... je viens de perdre le fil de mon idée, là. Mais c'est important quand même. Mais il y a eu beaucoup le volet international était important. Ça donnait plus ça valorisait la dictée. Oui. OK. Oui. Maintenant, aujourd'hui, vous avez une dictée, l'activité lavalloise, la dictée lavalloise qui va avoir lieu, quelle date? Le 18 mars prochain au pavillon du Bois-Papineau à Laval. Est-ce que c'est une dictée qui s'adresse à qui? Aux jeunes, aux vieux? Vous savez, la dictée lavalloise, c'est très familial. Il y a plusieurs catégories, évidemment. Là, il y a la catégorie adulte, les étudiants du cégep, secondaire, primaire 1, primaire 2. Bref, c'est pour tout le monde. Alors, c'est très familial. Je me souviens, par les années passées, les parents vont enregistrer leurs jeunes dans les niveaux primaire 1, primaire 2, et puis ensuite, ils montent en haut pour faire la dictée des adultes. Alors, c'est très, très familial. Il n'y a pas besoin d'être un érudit pour participer. Absolument pas. C'est une participation. Et ça ne s'adresse pas seulement aux grands connaisseurs de la langue française. Alors, c'est un jeu, ça permet d'évaluer nos connaissances au niveau du français, savoir où on est rendu. Oui. Et maintenant, en fait, depuis plusieurs années, une année, c'est la France qui prépare le libellé de la dictée, une année, c'est le Québec qui la prépare.
Et nous avons un dicteur exceptionnel. Absolument, Marius Brisson, qui est avec nous depuis une vingtaine d'années, je crois. Ben, oui. Oh, écoutez, il a travaillé fort. Monsieur Ménard, c'est extraordinaire. C'est une activité qui est tellement intéressante. Et j'ai eu le plaisir d'avoir participé, d'avoir été un complice de la dictée pendant ces 25 ans-là. Et alors, c'est un grand plaisir de favoriser cette activité. Et c'est une invitation à tous les citoyens lavallois de venir à la dictée. Oui. Il ne faut pas oublier cette année qu'il y a une grosse différence avec les autres années, c'est que il n'y a pas de préinscription. Toutes les inscriptions se font le matin même seulement. D'accord. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à la dictée lavalloise de l'Association Québec-France, section Laval. Voilà. Merci. Une nouvelle campagne de sensibilisation pour l'achat d'une voiture qui est lancée par l'Office de protection du consommateur. Vous connaissez peut-être sous l'OPC. Le porte-parole qui est avec nous, M. Charles Tanguay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi, en fait, lancer cette offensive par l'OPC? Parce qu'on pourrait être porté à penser que l'OPC, c'est davantage souvent les meubles, par exemple, les biens matériels qu'on a ou qu'on magasine durant la période des fêtes, les objets électroniques, par exemple. Bien, plusieurs raisons. D'abord, le contexte actuel est difficile pour bien des ménages. Les postes budgétaires sont mis à mal pour le logement, pour l'alimentation, mais aussi l'automobile. Peut-être que nos automobiles nous coûtent très cher ou peut-être nous coûtent trop cher. Et donc, on veut aider les consommateurs à en avoir plus pour leur argent et justement, en les informant davantage. L'autre chose, c'est que d'année en année, le secteur de l'automobile occupe le premier rang des plaintes à l'Office de la protection du consommateur devant les meubles, les électroménagers. Oui. C'est de quel ordre, d'ailleurs, ces plaintes-là? C'est 20 15 dans l'auto d'occasion et 5 pour les véhicules neufs. Donc, et dans le véhicule neuf, on voit un bond de plus de 60 par rapport à l'année précédente. Donc, il y a réellement un problème et on veut discipliner les commerçants d'automobiles en même temps que mieux outiller les consommateurs pour qu'ils soient bien au fait de leurs droits. Et pourquoi il y a davantage de plaintes dans l'occasion versus la voiture neuve? Là? Vous partagez là, 15 voitures d'occasion et 5 de plaintes dans les voitures neuves. Alors, pourquoi davantage les voitures d'occasion? Bon, probablement que c'est une question de... beaucoup de plaintes portent sur la fiabilité, les garanties. Donc, vous achetez un véhicule neuf, bien, c'est probablement plus de chances qu'il y ait des problèmes mécaniques. Parfois, bon, c'est pas voulu, mais d'autres fois, ça peut être parce que vous avez pas inspecté le véhicule ou vous l'avez pas essayé suffisamment. Peut-être que vous ne connaissez pas non plus vos droits par rapport aux garanties, parce qu'un commerçant ne peut pas vendre sans garantie. Et bon, beaucoup de facteurs comme ça. Les reculs d'odomètre, ça peut être un facteur. Et il semble que ce soit assez fréquent dans le domaine de l'automobile qu'on recule des odomètres. Donc, ça, c'est certainement... C'est encore un fléau parce ça fait longtemps qu'on en parle de ça. C'est difficile de le mesurer. Évidemment, il n'y a personne qui s'en vante de reculer les odomètres et c'est pas toujours facile à prouver, mais ça existe et un bon inspecteur pourrait déceler des signes que l'odomètre a été reculé. Sinon, des vérifications auprès de la Société d'assurance automobile du Québec ou encore d'entreprises privées comme Carfax qui vendent des rapports d'historique d'automobile. Mais c'est ainsi, la Société d'assurance automobile du Québec est peut-être pas... je dis ça comme ça avec une boutade, là, mais peut-être pas la plus efficace par les temps qui courent au moment de se parler, en tout cas. Il y a des files d'attente. Mais justement, si je reviens à votre campagne, parce que justement, la campagne s'appelle « Votre achat automobile à la loupe », elle se déploie comment pour aider les gens, justement? Est-ce que c'est sur le web qu'on peut avoir de l'info? Ça tourne beaucoup autour de notre site spécial de campagne où on trouve beaucoup de tous ces renseignements utiles-là. On peut télécharger ces renseignements-là dans notre téléphone cellulaire pour avoir un aide-mémoire carrément chez le concessionnaire ou chez le marchand d'automobile, avoir ces conseils-là sous la main. On trouve aussi une calculette, c'est-à-dire qu'on peut simuler un prêt automobile et voir que financer un véhicule sur plusieurs années avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, d'ailleurs, ça peut finir par coûter très cher. Ça fait partie de nos conseils aux gens à essayer d'éviter
d'étirer le financement sur une dizaine d'années pour un véhicule qui va vous coûter très cher en financement. Alors, des choses comme ça, un webinaire, beaucoup d'affichage dans les réseaux sociaux. Donc, on encourage les gens à partager ces informations-là. Et c'est certain qu'avec les réseaux sociaux, on peut facilement retracer des consommateurs qui cherchent une automobile, donc exactement les bonnes personnes qui sont en train de magasiner un véhicule, parce que, évidemment, la première chose qu'on fait quand on magasine un véhicule, c'est de faire des recherches sur Internet. Ben oui, littéralement. Évidemment, avec l'augmentation des prix, on le voit, la rareté des véhicules, on l'a vu à cause de la pandémie, ça a peut-être pu apporter, certains dépassements, certaines nouvelles plaintes. J'imagine, avec le contexte pandémique puis le contexte actuel aussi des ventes automobiles. Est-ce que ces nouvelles plaintes-là, est-ce que ça a apporté peut-être pour vous des observations aussi nouvelles? C'est sûr qu'on voit sur le marché que la rareté, entre autres, et les prix élevés font en sorte que c'est davantage un marché de vendeurs qu'un marché d'acheteurs. Alors, parmi les conseils qu'on suggère aux gens, il y a peut-être aussi l'idée de ne pas changer de véhicule, plutôt mettre un peu plus de sous dans la réparation du véhicule qu'on a déjà, d'attendre un peu. Il y a ces délais qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années pour certains modèles de véhicules. Et là, on voit toutes sortes de formules de promesses d'achat d'un véhicule payé à l'avance, mais quand vous arrivez que le véhicule est livré, là, il va être plus cher, c'est pas l'année qu'on avait promise, il n'y a pas les options qu'on vous avait promises. Et donc, notre message, en quelque sorte, c'est de dire aux gens, exigez que le commerçant respecte ses promesses. Et si vous n'êtes pas content, demandez de ravoir votre dépôt et de changer d'idée. Je vous interromps, je m'excuse, mais est-ce que ces nouvelles plaintes ont amené un changement de comportement dans les ventes aussi? Si vous comprenez un peu le sens de ma question, là. Ça fait quelques années qu'on remarque, entre autres comme phénomène, une tendance à facturer illégalement des frais supplémentaires aux consommateurs. Comme la préparation de l'automobile, par exemple? Frais de préparation, frais de livraison, frais de bon départ. Il y a beaucoup d'imagination pour inventer des noms de frais, mais ces frais-là sont illégaux. S'ils ne sont pas affichés dans la vitrine, ils sont illégaux. Là. Le prix annoncé doit être le prix que vous payez plus les taxes, c'est tout. Et donc, et même pour les gens qui ont payé ces frais-là depuis 1 an ou même 2 ans, ça ou peut même être 3 ans, rétroactif. On pourrait les réclamer de façon rétroactive. Donc, on veut connaître ces situations-là. Les gens sont invités à porter plainte à l'Office quand ça arrive, pour justement que les commerçants, on avait calculé lors d'une enquête qu'1 sur 2 facturait illégalement des frais, donc ça fait pas mal de monde. On veut corriger ce problème-là dans le marché. Aussitôt qu'on se termine notre entretien, je vais aller faire une plainte au sein de l'Office parce que mon concessionnaire, c'était d'ailleurs un 60 $, soit dit en passant, pour m'amener une nouvelle plaque de voiture. J'ai payé 60 $ pour ça. Ou simplement pour une nouvelle plaque de voiture et pour me poser ma plaque de voiture. Là, il faut voir si ce sont des frais d'immatriculation. Mais avec en tout cas une certaine préparation qui était aussi avec ça et qui n'était pas affichée dans le... Tous les frais qui ne sont pas optionnels sont illégaux. Et donc, si c'est pour un anti-rouille supplémentaire, si c'est pour des assurances, une garantie supplémentaire, OK, on peut avoir le choix de les accepter ou de les refuser. Mais si on vous impose des frais obligatoires que vous ne pouvez pas refuser, ils n'ont pas le droit de le faire. Monsieur Chantanguay, porte-parole de l'OPC, merci beaucoup. Puis OPC, on s'en va vérifier nos contrats de conduite automobile, ça c'est sûr. Parfait. Merci à vous. Merci, au revoir. Je suis très content de parler d'un film qui m'a énormément plu au cinéma depuis la semaine dernière qu'il est disponible dans toutes les salles obscures en Amérique du Nord et doublement content de le retrouver. Toujours un de mes moments préférés de cette émission pour votre information. Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut Alex! Ce film-là, Creed 3, est-ce qu'il t'a plu? Est-ce que, comme moi, tu étais vraiment sur le bout de ton siège tout au long du film? Je vais te décevoir, Alex, parce que malheureusement, Creed et la franchise Rocky, c'est très bien fait, mais c'est pas mon genre. En général, les films de sport, c'est pas vraiment mon genre. Le meilleur que j'ai aimé, c'est le film Basketball. Ça te donne peut-être une idée, là. Mais je comprends pourquoi les gens aiment la franchise Rocky. Et là, on est au 9e film de l'univers de Rocky et le 3e de l'univers de Creed.
Et ben, celui-ci, on va voir Adonis Creed confronter son ami d'enfance, disons. Je ne vais pas trop embarquer dans les détails, mais c'est un ami d'enfance qui est sorti de prison et on va découvrir un petit peu leur passé de trouble, disons-le comme ça. Et au niveau de la réalisation, c'est le premier film de Michael B. Jordan, celui qui interprète Creed. Pour un premier film, c'est très bien fait. Encore une fois, c'est pas mon genre, mais je comprends pourquoi les gens adorent ces films-là et cette franchise-là. Et ben, le méchant de l'histoire, Jonathan Majors, il est excellent dans son rôle. Et aussi, il faut le mentionner, eh bien, c'est lui qui interprète le méchant dans Marvel, Kang. Exact. Et en fin de semaine, Creed 3 a remporté la première place du box-office à travers le monde. Le film s'est fait dans sa première fin de semaine 101 millions de dollars et ça a battu le film Ant-Man. Et bon, c'est drôle parce que Jonathan Majors a battu son propre film au box-office. Donc, lui, c'est une star montante. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ça devienne... Sauf que je ne veux pas faire la mauvaise langue, mais on s'entend-tu que Ant-Man, c'est pas nécessairement le meilleur film non plus de l'univers Marvel. Alors, il n'a pas battu par... Tu sais, je veux dire, c'était pas un gros défi de battre un film de Ant-Man, surtout qu'Ant-Man, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est déjà à l'affiche. Alors, il y avait aussi un vent de nouveautés avec Creed. Alors, c'est sûr que ça favorise un peu aussi le fait de dépasser. Puis la franchise Creed qui a déjà aussi été éprouvée avec succès avec les 2 premiers volets. Il y avait quand même une certaine attente. Puis, dis-moi, tu as parlé de la réalisation de Michael B. Jordan, qui joue bien sûr le rôle d'Adonis Creed. Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant dans la réalisation, puis dans la façon de présenter les combats, c'est vraiment de manière dynamique cette fois-là. On ponctue des ralentis. Lorsqu'on frappe, par contre, un coup, par exemple, à l'abdomen ou peu importe au ventre, on voit vraiment le choc que ça peut engendrer sur un corps. On voit, la façon de se regarder comme un combat de rue entre les 2 protagonistes qui vont évidemment s'affronter à la fin. Je brûle pas de punch, de toute façon, c'est prévisible déjà, même en partant, là. Alors, tout ça, ces scènes de combat-là, pour moi, sont très dynamiques et rehaussent la qualité du film. Bien, une des raisons pour ça, Alex, puis tu fais bien d'en parler, Michael B. Jordan, lui, ce qu'il aimait beaucoup quand il était plus jeune, c'est les mangas. Donc, évidemment, dans les mangas, les scènes, les combats, ils sont faits d'une certaine façon. Et bien, lui, c'est peut-être sa manière d'interpréter les combats dans Creed. Et vraiment, Michael B. Jordan, bon, il est pas... il y a Creed et avant ça, il a joué dans Fantastic Four, un film qui n'a pas très bien marché. Je veux dire, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Donc, il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui se lancent dans la réalisation parce que, bon, ils ont une certaine... il faut avoir une vue d'ensemble d'un projet et les acteurs, bon, ils doivent avoir cette vue d'ensemble-là pour leur propre personnage. Et quelque chose que je trouve malheureux, par contre, dans ce film-ci, c'est que Sylvester Stallone n'est pas dedans. C'est le seul film où il n'était pas là. Et la raison officielle, bon, on lui a demandé, il aurait dit non, mais bon, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il demandait un petit peu trop cher. Et les films Creed, c'est pas des films on prend celui-là, le 3e, 75 millions de budget. Le premier film Creed, on parle d'à peu près 35 millions de budget. Donc, c'est pas des films où on peut se permettre nécessairement de payer des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour les acteurs. Quoique je pense pas que Sylvester Stallone était à ce salaire-là, mais peut-être qu'il en demandait un petit peu trop. Mais, évidemment, il va y avoir un Creed 4, c'est assuré. Et la porte n'est pas fermée du tout pour Sylvester Stallone. Il commence à se faire vieux. Il ne retournera pas dans le ring, son sans doute, par exemple. Non, c'est sûr, mais c'était un personnage quand même, c'est un personnage important parce qu'il ne faut pas oublier, lui, c'est en 2006, je pense, le dernier film Rocky. Et là, après ça, le personnage pour lui était terminé. Et c'est Ryan Coogler qui a parlé, le réalisateur du premier film Creed, qui a été voir Sylvester Stallone pour lui parler de cette idée-là. Et c'est lui qui l'a aidé à revenir un peu dans
dans la franchise. Donc, mais on l'évoque quand même un petit peu. Il y a un petit clin d'œil. Son nom est mentionné une fois dans le film. Là, évidemment, c'est très bref. Il faut être à l'écoute. Il ne faut pas que tu sois étouffé avec ton morceau de popcorn parce que tu n'entendras pas le mot. Ça va passer à la vitesse de l'éclair. Mais pour vrai, au moins, il y a référence à ça. Il y a beaucoup Apollo, le père, évidemment, de Adonis Creed, auquel on fait aussi référence dans le film. Puis c'est ce que j'aime, moi, de ce film-là, parce qu'on apprend davantage l'histoire, les racines de Adonis Creed, personnage un peu timoré qui, de son passé, de sa jeunesse, ne l'a pas eu facile. On voit pourquoi il est devenu peut-être un peu introverti sur certains sujets, ne veut même pas l'aborder avec sa famille, avec aussi sa blonde, qui est une musicienne, on le sait, accomplie dans le film. Donc, j'ai quand même aimé ce film-là pour ça, pour creuser davantage l'histoire, le passé de Adonis Creed. Dis-moi, il nous reste encore un peu de temps. Il y a les Oscars qui ont lieu le dimanche 12 mars. Au moment d'enregistrer cette conversation, malheureusement, on ne connaît pas les résultats de cette 95e cérémonie qui sera, évidemment, à ABC avec Jimmy Kimmel, l'animateur. Mais on pourrait y revenir, bien sûr, éventuellement. Mais à quoi tu t'attends là, de cette soirée des Oscars qui sera présentée dimanche? OK, bien moi, j'ai une prédiction pour la soirée des Oscars. Et c'est que Will Smith ne sera pas là. Ça, c'est sûr. Et moi, mon film coup de cœur cette année, ça a vraiment été Everything Everywhere All at Once. Donc, j'espère vraiment que ce film-là va gagner le plus d'Oscars possible. Il part parmi les favoris, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir si on va bouder un film, parce que Top Gun Maverick, il y a eu des pressions pour que Tom Cruise soit considéré dans certaines catégories, ce qu'il n'a pas été dans les catégories, notamment évidemment meilleur acteur. Il y en a certains qui ont dit il a à peu près tout fait, ses cascades, il s'est investi non seulement parce qu'il est un des producteurs, il porte sur ses épaules encore avec son personnage central, bien sûr, de Maverick. Beaucoup auraient aimé voir Top Gun dans plusieurs catégories et évidemment aussi Tom Cruise dans plusieurs catégories considérées. Rafraîchis ma mémoire. C'est là qu'on voit que les films à grand déploiement, les films blockbusters ne sont pas très souvent dans les catégories. Hein? Non, du tout. Mais rafraîchis ma mémoire. Est-ce que le film Top Gun est nominé comme le meilleur film de l'année? Oui, Nico, il est dans meilleur film notamment. Ben justement, les Oscars, comme je l'ai toujours dit, c'est très, très politique et beaucoup de gens le disent, dont Steven Spielberg. Tom Cruise a sauvé l'industrie du cinéma à Hollywood, dû à la COVID et tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas, je peux me tromper, ça ne m'étonnerait pas que peut-être on va remercier Tom Cruise avec, un Oscar, meilleur film de l'année. Hey, on ne sait jamais, ça aurait du sens. On le souhaite. En tout cas, c'est le film le plus lucratif de l'année 2022, ça c'est sûr. Un grand plaisir, un grand merci, Nico. Merci, Alex. Voilà, c'est presque tout pour cette émission. Je vous invite en tout temps à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions également. Très simple, vous pouvez les acheminer sur le tvrl.ca. Aussi, vous rendre sur notre page Facebook, revisionner ces entrevues et cette émission que vous aimez suivre sur YouTube. Également, je vais me permettre de remercier tous les gens qui contribuent à cette émission. Manon à la recherche, Jacques, Yannick, Daniel, aussi Tommy qui sont sur le plateau avec moi. Alain à la réalisation et vous aussi qui nous suivez de manière quotidienne, hebdomadaire depuis tant d'années. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous procurer vos cartes de bingo un peu partout sur le territoire lavallois pour être là à 9h30 tous les dimanches. Gros lot cette semaine, 3 500 $, dont 2 250 $ pour la carte pleine. Bonne semaine!